Bonsoir, c'est professeur Matouk. On est là aujourd'hui pour voir ensemble les déshydratations et aussi les solutés de remplissage. On va essayer de développer cette présentation selon le plan suivant. Vous voyez bien sur l'écran. Donc, on va voir quelques rappels sur la physiologie et on va s'intéresser aux différents types de déshydratation, à savoir les déshydratations extracellulaires, les déshydratations intracellulaires et puis les solutés de remplissage. Comme introduction, on dira que la déshydratation est le terme utilisé lorsque le corps perd trop d'eau. Le corps a besoin d'une certaine quantité d'eau, comme vous le savez si bien, pour fonctionner normalement. Nos corps sont constitués d'environ 2/3 d'eau. L'eau constitue la base de tous les fluides corporels que nous avons, et comme vous le savez bien, parmi eux le sang, le sucre digestif. Le rôle de cette eau est d'aider au transport et à la réabsorption des nutriments. Chaque jour, nos poumons perdent de l'eau corporelle sous forme de vapeur d'eau, de transpiration, de larmes, d'urine ou de sel. Au cours d'une journée moyenne, environ 10 tasses d'eau sont perdues. Les pertes en eau sont normalement remplacées par des liquides à boire et des aliments contenant ce dernier. Lorsque quelqu'un tombe malade ou est exposé à une chaleur excessive, son corps perd cette faculté de récupérer et se produit dans ce cas une perte de cette eau sans être compensée. On parle de déshydratation. Une déshydratation est dite sévère quand elle est importante et elle retentit sur le corps. Dans ce cas, ça constitue une urgence médicale et peut mettre en danger la vie du patient. Nous allons définir d'abord ce que c'est qu'une déshydratation. C'est un bilan négatif de l'eau dans l'organisme. Cette perte liquidienne peut atteindre les différents compartiments corporels, à savoir, elle peut être d'ordre intracellulaire ou extracellulaire ou global. Nous allons voir ça prochainement dans les diapositives qui suivent pour expliquer les différents secteurs et compartiments. Comme rappel, il faut savoir que le corps a un pourcentage de liquide corporel qui varie selon l'âge aussi et selon le sexe. Comme vous le voyez bien, nous avons plus d'eau quand on est plus jeune, c'est-à-dire quand on est bébé, nourrissant, ou chez la femme, il y a un peu moins d'eau que chez l'homme, du fait de la masse lipidique. D'accord? Donc chez l'homme adulte, d'environ 70 kg, il a 60% d'eau. Ce pourcentage de liquide corporel varie selon l'âge, quel que soit le sexe. Il est très augmenté, de l'ordre de 97% chez l'embryon. Il se réduit un peu chez le nouveau-né. Il est aux alentours de 60%, comme on l'a vu dans le diapositive précédente, mais il redescend de l'ordre de 45% à 55% chez le sujet âgé. Quels sont les compartiments liquidiens auxquels on a affaire? Il faut savoir d'abord que nous avons une masse sèche qui est de l'ordre de 40%, qui est là. Donc, une masse sèche qui est de l'ordre de 40%, et nous avons deux compartiments. Un compartiment extracellulaire et un compartiment intracellulaire. Le compartiment extracellulaire, qui est là, il contient le liquide extracellulaire.
il représente 20% de la masse du corps et 20% de l'eau corporelle totale. 5% de ce dernier sont représentés par le plasma qui représente un quart du liquide extracellulaire. Compte 15% pour le liquide interstitiel qui représente les 3 quarts de ce liquide extracellulaire. Le liquide intracellulaire, quant à lui, représente 40%, et à savoir que les pressions qui régissent les mouvements d'eau dans le secteur extracellulaire, qui est représenté en rouge et en bleu, il est régi, ce mouvement d'eau, par deux types de pressions. La pression oncotique qui est de l'ordre de 25 cm d'eau, qui est produite grâce à la teneur en protéines, et l'albumine surtout, et nous avons la pression hydrostatique, qui elle est fournie par le travail cardiaque. Elle est dite aussi pression de Starling. Ceci régit les pressions et permet de réguler l'homéostasie, l'équilibre, c'est-à-dire l'homéostasie du secteur extracellulaire qui est là, qui représente 20% de l'eau totale. Les 40% du liquide intracellulaire, quant à eux, les pressions qui règnent et qui sont générées entre les deux secteurs, les secteurs au compartiment appelé secteur extracellulaire et secteur intracellulaire au compartiment extracellulaire et compartiment intracellulaire, les pressions qui règnent sont les pressions osmotiques, parce qu'il y a des cellules. Donc, l'eau va se déplacer. Il y a des membranes cellulaires qui sont là en barrière entre les deux compartiments. Là, ils vont être en barrière et les pressions qui règnent et qui permettent le mouvement de l'eau sont dites les pressions osmotiques. Donc, c'est la teneur et l'osmolarité qui vont permettre les mouvements de l'eau du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Excusez-moi. Toujours dans la même longueur d'idée et dans le même sens, on revoit ici le milieu extracellulaire avec les deux pressions qui règnent, à savoir la pression oncotique et la pression hydrostatique entre les deux secteurs du milieu extracellulaire, à savoir le milieu et le secteur plasmatique et le secteur interstitiel. Donc, vous voyez qu'il y a un équilibre entre la pression oncotique et la pression hydrostatique. La pression oncotique essaye de ramener l'eau du secteur interstitiel vers le secteur plasmatique et la pression hydrostatique fait le contraire. On prend le liquide du secteur plasmatique vers le secteur interstitiel. Tout ceci concourt à une homéostasie. Les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire sont assurés par l'osmolarité, qu'on va voir un peu plus bas. L'osmolarité qui, elle, va permettre au mécanisme qui permettra le mouvement de l'eau, à savoir ce qu'on avait dit déjà préalablement, c'était l'osmose. Cette osmose est garantie par l'osmolarité. Quand il y a une hyperosmolarité, le liquide sort du milieu intracellulaire vers le secteur et le milieu extracellulaire. Quand il y a une hypoosmolarité, le liquide rentre dans le secteur intracellulaire et ceci va permettre, comme on a dit, une homéostasie et un équilibre dans le corps. Quelques rappels toujours, l'osmolarité plasmatique, c'est le nombre de particules par kilo d'eau plasmatique. On parle aussi d'osmolarité plasmatique efficace, c'est-à-dire le nombre de particules osmotiquement actives du plasma. Par exemple, si on prend la NaCl, on a une mole d'un NaCl contient 2 particules osmotiquement actives, à savoir une mole d'un A+, et une mole de l'anion, à savoir chlore-.
D'où nous définissons l'osmolarité qui est égale à 2 fois la molarité de la NaCl, c'est-à-dire 2 fois les 2 moles, c'est pour ça on met 2, plus la glycémie quand elle dépasse la glycémie normale quand elle dépasse le taux de normalité, et l'urée pareil. Cette osmolarité est de l'ordre de 285, plus ou moins 5 milliosmoles par kilo d'eau. Vous allez me dire, mais il y a une différence entre l'osmolarité et l'osmolalité, oui, mais on a dit que l'osmolalité plasmatique est le nombre de particules par kilo de solvant dans le corps. C'est l'eau plasmatique. Sa densité, la densité de l'eau dans le corps est de l'ordre de 1. Donc, l'osmolarité est assimilée à l'osmolarité dans le corps. Toujours dans les rappels physiologiques, il faut savoir que la composition des liquides organiques, cette composition, nous avons des éléments ionisables, à savoir les sels inorganiques, les acides gras et certaines protéines. Ils ne sont pas ionisables et nous avons ils sont ionisables et nous avons des substances non électrolytiques et non ionisables, à savoir les sucres, les lipides, l'urée et la créatine. Parmi les substances ionisables, dans le milieu extracellulaire, nous trouvons surtout et essentiellement un milieu qui est riche en sodium et en chlore, alors que le milieu intracellulaire est riche en potassium et en phosphore, comme montre le schéma. Quel est le bilan hydrique? Si nous prenons un exemple d'un homme, un homme de sexe masculin de 70 kg environ, chaque jour, il reçoit 2550 ml d'eau totale. Ils sont répartis comme suit: 1000 ml dans la nourriture, 350 ml produits par les processus métaboliques, à savoir les oxydations des glucides et des lipides, etc. Il boit en plus, la boisson ramène aux environ de 1200 cc. Les sorties, quant à eux, on a 900 cc d'eau par perte insensible, c'est-à-dire par la peau et les poumons lors de la respiration. Nous avons, pour un climat qui est normal, environ 50 cc perdus sous forme de sueur, 100 cc qui vont partir dans les fesses, et nous avons 1500 cc par la diurèse. Donc, vous voyez qu'il y a un bilan ici qui est normal. Donc, les entrées sont égales aux sorties. C'est un individu qui n'est pas soumis à des contraintes. Concernant la régulation de l'apport et la déperdition hydrique, nous avons deux situations. L'augmentation de la concentration du plasma en soluté. On a vu les solutés ionisables qui déterminent l'osmolarité. Ils vont déclencher la sensation de soif et la libération de l'hormone antidiurétique, ce qui a pour conséquence la réabsorption de l'eau par les reins. Au niveau urinaire, on va avoir une urine qui est concentrée et une natriurèse qui sera basse. Elle sera inférieure à 10 milliosmoles. Donc, ce qui a déclenché l'intervention de l'ADH, c'était la sollicitation et l'augmentation de l'osmolarité qui va stimuler les osmorécepteurs, les volorécepteurs et les barorécepteurs. Cet ADH va aller régler l'osmolarité plasmatique, la volémie et la tension artérielle. Dans un deuxième sens et dans un deuxième lieu, la diminution de la concentration de ces solutés ionisables dans le plasma et de l'osmolarité qu'ils engendrent inhibe la sensation de soif, stoppe la sécrétion d'ADH, ce qui entraînera l'excrétion de l'eau par les reins, donc l'émission d'une grande quantité d'urine. Les urines seront diluées, la natriurèse sera élevée, elle sera de l'ordre de 20 milliosmoles par litre. Donc, nous voyons que le sodium est l'acteur principal dans ces deux phénomènes. C'est pour cette raison qu'on dit que l'eau suit les mouvements
Et ces deux, euh, ces deux composants du corps importants, qui sont l'eau et le sodium, se suivent. Concernant la déshydratation, c'est le vif du sujet. Donc, on est arrivé à la déshydratation maintenant. On a terminé avec les rappels physiologiques. La déshydratation elle-même peut concerner les différents secteurs, à savoir, et différents compartiments, à savoir le compartiment intracellulaire. Si c'est au dépend de ce compartiment, on parlera de déshydratation intracellulaire. Si ça intéresse le compartiment extracellulaire, on va parler de déshydratation extracellulaire. Si ça intéresse les deux, ça sera une déshydratation de type global. On commence d'abord par l'extracellulaire, c'est la déshydratation extracellulaire. Elle est définie comme suit. C'est la diminution du volume du compartiment extracellulaire aux dépens des deux secteurs qu'on a vus, les deux secteurs qui composent, à savoir le secteur vasculaire et interstitiel. Elle est due à une perte de sodium et d'eau, donc à un bilan sodé négatif. Si la déshydratation extracellulaire est pure, perte sodée iso-osmotique, l'osmolarité et l'osmolarité extracellulaire, dans ce cas, elle est normale. Elle est de l'ordre de 285 comme on a vu, millioosmoles par kilo. Et le volume du secteur intracellulaire est inchangé. La natrémie restera normale. Quelles sont les causes dans ce cas? Dans ce cas, s'il y a une perte, comme on a vu, iso-osmotique de sodium et d'eau, c'est-à-dire il y a une perte de la même quantité de sodium et d'eau, donc ça reste proportionnel, d'origine extra-rénale ou rénale ou due à une constitution d'un troisième secteur, nous allons avoir les causes suivantes. Si les pertes extra-rénales, la natriurèse va être adaptée, elle sera inférieure à 20 millimoles par 24 heures. Donc, les origines évoquées seront soit digestifs, à savoir les vomissements, les diarrhées profuses, les aspirations, les fistules non compensées et les abus de laxatifs. Ça peut être cutané, une hypersudation due à une fièvre prolongée, un exercice physique soutenu intense, une exudation cutanée suite à des brûlures, des anomalies qualitatives de la sueur comme la mycoviscidose. On peut avoir, si cette perte isosmotique de sodium et d'eau est d'origine rénale, dans ce cas, la natriurèse sera supérieure à 20 millimoles par 24 heures. Elle est souvent due à des maladies rénales intrinsèques, à savoir les néphropathies interstitielles perdeuses de sel, les insuffisances rénales chroniques sévères à l'occasion d'un régime désodé, les syndromes de levée d'obstacles suite à une insuffisance rénale ou un blocage rénal, donc vous allez redéclencher le rein, donc ça, vous allez avoir un levé d'obstacles, la polyurie osmotique, dont le diabète sucré est décompensé, les perfusions de mannitol, l'hypercalcémie, l'utilisation de diurétiques et les insuffisances surrénales aiguës. Pour la physiopathologie, la perte de sodium et d'eau en quantité isosmotique entraîne une diminution du volume du compartiment extracellulaire sans modification de l'osmolalité et donc sans modification du volume du compartiment intracellulaire. L'osmolalité plasmatique et la natrémie restent normaux. Le diagnostic positif va reposer sur le plan clinique, sur des signes qu'on va rechercher. C'est la perte de poids parallèle au degré de déshydratation, comme vous avez fait déjà peut-être en pédiatrie. Les signes du flux cutané, ce signe est difficilement interprétable par défaut chez les enfants et les patients obèses et par excès chez les patients âgés d'unitrie. Donc, méfiez-vous, ça dépendra de l'élasticité cutanée. Il sera diminué chez certains patients. L'hypotension artérielle orthostatique, puis le décubitus, une tachycardie compensatrice réflexe. Si cette hypovolémie et cette déshydratation est importante, ça va conduire à un choc hypovolémique très important lorsque les pertes liquidiennes sont supérieures à 30%
de la masse de ce compartiment. On aura un aplatissement des veines superficielles, une baisse de la pression veineuse centrale, et ça va aboutir à une oligurie avec concentration d'urine en cas de réponse rénale adaptée à l'hypovolémie. Ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Les sécheresses de la peau, surtout dans les aisselles, une sensation de soif qui est fréquente, mais elle est moins marquée qu'au cours des hydratations intracellulaires qu'on verra plus tard. Les signes biologiques dans ce cas, aucun marqueur biologique ne permet d'apprécier directement la déplétion du secteur interstitiel. Néanmoins, on va avoir une élévation de la protédémie qui sera supérieure à 75 grammes par litre, une élévation de l'hématocrite qui sera supérieure aux alentours de 50%, à l'exception des situations bien sûr d'hémorragie. Les signes biologiques indirects importants à connaître, à savoir les signes d'insuffisance rénale fonctionnelle et une élévation de la créatinémie et de l'uricémie. Nous allons avoir une natriurèse qui sera effondrée, inférieure à 20 millimoles par 24 heures en cas de déshydratation extracellulaire de cause extrarénale, bien sûr. Et bien sûr, on va avoir une alcalose métabolique dite de contraction. Le traitement sera d'ordre symptomatique, donc dans ces situations d'hypovolémie sévère avec collapsus hémodynamique, le recours aux transfusions en cas d'hémorragie et ou aux solutés de remplissage, à savoir, on verra plus loin, les colloïdes, les déshydroxyamidons aux gélatines permet l'augmentation rapide du volume des secteurs plasmatiques. L'utilisation de ces solutés de remplissage ne corrige pas le déficit sodé. Elle ne dispense donc pas d'apport d'NaCl avec amélioration de l'état hémodynamique. La correction symptomatique de la déshydratation extracellulaire repose essentiellement sur l'apport de sodium, NaCl, par voie orale ou par voie parentérale. L'utilisation de bicarbonate de sodium isotonique, HCO3-Na+, à 14 pour 1000, est réservée aux situations où l'acidose est associée et où elle est importante. La quantité d'NaCl à administrer peut être estimée approximativement par la perte de poids, à savoir 1 kg de poids corporel est égal à environ 1 litre de soluté salée à 9 grammes pour litre. La vitesse d'administration est variable, généralement de 1 à 2 litres dans les 6 premières heures, ou 50% du déficit, mais doit être adapté à la fonction myocardique. Donc, il faut l'adapter à la situation du patient. Bien sûr, il faut entreprendre avec des mesures de surveillance, à savoir la pression artérielle, le pouls, la diurèse et une auscultation pulmonaire répétée. Le déficit extérieur peut être estimé par la formule suivante. Déficit extracellulaire en litres est égal, comme il représente 20% du liquide corporel, donc 20% fois le poids du corps actuel, multiplié par l'hématocrite actuel sur 0,45 moins 1. Donc, vous allez avoir le déficit extracellulaire dont vous allez, une fois calculé, vous allez corriger seulement 50%. Dans les 6 premières heures, ou les 24 premières heures, et vous allez fournir le reste les 24 heures secondes après. Pour le traitement étiologique, qui suit directement la mise en route du traitement symptomatique, il peut s'agir soit d'un arrêt d'un traitement diurétique ou de l'instauration d'un traitement minéralocorticoïde, d'une insulinothérapie s'il s'agit d'un diabète, d'un traitement ralentisseur du transit si le patient avait développé des diarrhées ou avait pris des laxatifs, de la correction d'une hypocalcémie éventuelle, comme on a vu. La prévention, on peut rappeler les règles suivantes: l'utilisation prudente de diurétiques, surtout chez les sujets âgés, le maintien d'un régime normosodé en cas de néphropathie interstitielle chronique et au cours de l'insuffisance surrénale chronique substituée pour l'absence d'insuffisance cardiaque. Pour la déshydratation intracellulaire, la définition est une diminution du volume intracellulaire. Ceci est dû à un mouvement d'eau des cellules vers le secteur extracellulaire
secondaire à une hyperosmolarité, comme on a vu dans les rappels physiologiques. Donc, quand l'hyperosmolarité est supérieure, osmolarité supérieure à 300 milliosmoles par kilo, le plus souvent elle est due à une perte d'eau, c'est-à-dire le bilan hydrique sera négatif et se traduit habituellement par une hypernatrémie. Mais pas dans tous les cas, on va voir. Quelles sont les causes? Les causes sont variables. Nous pouvons avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être soit par une perte d'eau non compensée, par exemple par augmentation des pertes insensibles, dans le cas, par exemple, d'un coup de chaleur, de brûlure, quand ça peut être suite à une polypnée ou à une hyperventilation prolongée. On peut avoir le deuxième cas de figure par une perte d'eau non compensée quand il s'agit de perte rénale suite à une polyurie hypotonique ou une polyurie osmotique suite à un diabète ou l'ingestion ou la prise de mannitol. Elle peut être d'origine centrale, liée à l'absence complète ou partielle de sécrétion d'ADH. Ça peut être néphrogénique. Dans ce cas, il y a une insensibilité à l'ADH par dysfonction des récepteurs de l'ADH. On va voir un peu plus loin. Ça peut être d'origine digestive, absence de polyurie, diarrhée osmotique. Elle peut être infectieuse ou induite par le lactulose ou des laxatifs. Le deuxième cas de figure, c'est un apport massif de sodium accidentel. Ceci ne peut pas se produire d'une manière anodine. Ça peut se voir surtout suite à un arrêt cardiaque surcompensé avec des solutés bicarbonatées ou chez l'enfant, d'accord, avec un apport excessif de sodium. Troisième cas de figure, c'est un déficit d'apport en eau. Ça peut se voir quand on a un dérèglement central au niveau hypothalamique, hypodepsie primitive, par absence d'accès à l'eau libre chez le nourrisson, le vieillard et les patients dans le coma. On peut avoir un deuxième cas de figure, c'est la déshydratation intracellulaire sans hypernatrémie. On a vu les trois cas de figure pour la déshydratation avec une hypernatrémie. Maintenant, on va voir les déshydratations intracellulaires sans hypernatrémie. Dans ce cas, l'hyperosmolarité plasmatique est secondaire à la présence anormale d'un soluté. Dans ce cas, à la place du sodium, on va avoir quoi? On va avoir un produit osmotiquement actif qui peut être soit du mannitol, de l'éthylène-glycol, etc., ou d'autres produits. Lorsque le soluté diffuse librement dans les cellules, l'urée ou l'éthanol, il est dit osmotiquement inactif. Il ne peut pas entraîner, dans ce cas, de déshydratation intracellulaire. Donc, ceux qui peuvent entraîner, c'est, on a dit, les produits osmotiquement actifs, à savoir mannitol, éthylène-glycol, etc., et d'autres produits, ils vont entraîner des troubles de l'hydratation intracellulaire. Quelle est la physiopathologie dans ce cas? L'hormone antidiurétique est une hormone polypeptidique sécrétée par les noyaux paraventriculaires et supraaortiques de l'hypothalamus. Elle est transportée jusqu'à la partie postérieure de l'hypophyse pour y être sécrétée. Il agit principalement sur les cellules principales du canal collecteur en se fixant sur des récepteurs spécifiques, les V2, à leur pôle basal. Cette fixation va entraîner quoi? Elle va entraîner l'incorporation d'aquaporine, en particulier de type 2, dans les membranes apicales, ce qui va les rendre perméables à l'eau. L'eau est réabsorbée passivement en fonction des gradients cortico-papillaires. La sécrétion d'ADH est régulée principalement par les variations d'osmolarité, comme on a vu dans les rappels physiologiques. De l'ordre de 1% et du volume plasmatique entre 10 à 15%. Lorsque l'ADH n'est pas sécrété ou lorsqu'elle est inefficace, la sensation de soif évite la survenue d'un bilan d'eau négatif. Ceci est très important en clinique car les situations
de déshydratation intracellulaire ne surviennent que lorsque la soif est inopérante. Par exemple, chez les patients comateux, ceux qui ont des désordres psychiatriques ou sous traitement, les malades qui sont sous sédation en réanimation et les patients âgés ou les sujets très jeunes. On peut donc observer un bilan d'eau négatif et une hyperosmolarité en cas de perte d'eau extra-rénale cutanée ou respiratoire, en cas de perte d'eau rénale par absence de sécrétion d'ADH ou absence de sensibilité rénale à l'ADH, en cas d'anomalie des centres de la soif ou des osmorécepteurs hypothalamiques. Ceci, c'est un rappel des étiologies des causes. Le diagnostic dans ce cas, sur le plan clinique, sera essentiellement bruyant sur le plan neurologique. On va avoir beaucoup de troubles neurologiques, à savoir, ils ne sont pas spécifiques bien sûr, ils sont peu évocateurs, ils sont corrélés avec le degré d'hypernatrémie, la rapidité d'installation. On va avoir une somnolence exagérée, une asthénie aussi, des troubles du comportement type d'irritabilité, fièvre d'origine centrale, des crises convulsives, un coma. On peut avoir des hémorragies cérébroméningées, des hématomes sous-duraux, surtout chez les nourrissons et les vieillards. On peut avoir des thromboses par augmentation et par hyperviscosité veineuse cérébrale. On peut avoir la soif est parfois plus intense que ce qu'on a vu dans la déshydratation extracellulaire. La sécheresse des muqueuses, en particulier à la face interne des joues, un syndrome polyuropolydipsique en cas de cause rénale et des pertes de poids. Sur le plan biologique, on a vu, quand on a vu la déshydratation extracellulaire, qu'il y avait quelques signes sur le plan extracellulaire qui n'étaient pas spécifiques, mais ici, nous n'avons que l'augmentation de l'osmolarité qui sera supérieure à 300 milliosmoles par kilo d'eau avec une hypernatrémie qui sera supérieure à 145 millimoles par litre. Les diagnostics étiologiques, ils sont liés à une perte d'eau non compensée d'origine extra-rénale insensible, on l'a vu, cutanée ou respiratoire ou digestif basse. Ça peut être rénal, ça peut être suite à une polyurie osmotique due à un diabète ou à la perfusion, l'ingestion de mannitol ou de produits osmotiquement actifs, au diabète insipide central ou néphrogénique, comme on a vu, à un apport massif de sodium, iatrogène par perfusion de soluté hypertonique, comme on a vu par exemple dans le cas de la perfusion des bicarbonates lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Ça peut être aussi, ça peut se voir dans les déficits d'apport en eau ou d'excès d'eau chez le nourrisson et le sujet âgé. Le traitement dans ce cas, il est à la fois étiologique par arrêt du médicament ou traitement d'un diabète, ou en traitant un diabète sucré, peut être préventif, surtout chez les patients qui n'ont pas un libre accès à l'eau, et enfin, symptomatique. En cas d'hypernatrémie aiguë, symptomatique, la natrémie peut être abaissée de 1 millimole par litre par heure jusqu'à atteindre les environs de 145 millimoles par litre, seuil de sécurité. Lorsque l'hypernatrémie est ancienne, la vitesse de correction ne doit pas dépasser 10 millimoles par litre par jour, sinon vous allez engendrer un œdème cérébral et des convulsions. La quantité d'eau à administrer peut être estimée par la formule suivante: déficit en eau est égal à 60% fois le poids fois la natrémie sur 140 moins 1. Parce que le secteur, d'accord, donc on va corriger 60% de la déshydratation qui est le plus souvent intra-extracellulaire. L'eau peut être administrée sous forme d'eau pure par voie orale ou par l'intermédiaire d'une sonde gastrique, ou ça sera des solutés de glucosé à 5% qu'on va diluer à 2,5% par voie intraveineuse, ou des solutés de chlorure de sodium hypoosmotique à 4,5 pour 1000. La forme la plus adaptée sera choisie en fonction de l'état de conscience du patient et de l'état d'hydratation, bien sûr, vous devinez, et du comportement extracellulaire. Schématiquement,
En cas de déshydratation globale, il faut privilégier la correction de la volémie par un apport de soluté salé hypotonique à 4,5 grammes par litre. En cas de déshydratation intracellulaire pure, il faut apporter l'eau pure, jamais par voie intraveineuse, parce qu'il y a un risque d'hémolyse, bien sûr, vous connaissez. En cas d'hyperhydratation extracellulaire associée, il convient de prescrire un diurétique avec de l'eau pure ou un soluté hypotonique, par voie IV, bien sûr. Nous passons au troisième volet. Donc, on a vu un rappel physiologique. Après, on a vu les différents types de déshydratation. Maintenant, nous passons aux solutés de remplissage qui constituent la correction et qui constituent le traitement symptomatique et qui peut être aussi étiologique. Donc, il y a des définitions, il y a des mots-clés à comprendre et à connaître et à garder. Il faut savoir que le remplissage vasculaire est un apport liquidien par voie veineuse. Il n'existe pas de produit de remplissage idéal. En raison de son prix faible, le soluté salé isotonique reste donc actuellement le produit de référence malgré tous ses défauts. L'effet du remplissage est d'augmenter le retour veineux et donc d'augmenter le débit cardiaque. La variation de la fréquence cardiaque est multifactorielle. Elle ne reflète pas l'état de la volémie puisqu'elle peut être due à des douleurs ou à un traitement type antiarythmique ou des drogues vasoactifs. Le choix de la soluté du remplissage se fait entre les cristalloïdes et les colloïdes. Chaque soluté de remplissage a des indications propres, des avantages et des limites. Un remplissage massif et rapide se fera par un cathéter court de gros calibre. La conduite optimale du remplissage nécessite un monitorage, le plus souvent invasif, rarement disponible à la phase initiale de la prise en charge. Donc, vous allez surtout axer votre remplissage grâce à un monitorage basal, à savoir un scope, un ECG par des électrodes, une SpO2, c'est une saturation en oxygène, et une prise de tension artérielle non invasive. La prise de décision de remplissage comme du choix de soluté doit s'établir sur des connaissances physiopathologiques solides. Le secteur plasmatique, l'eau qui circule est véhiculée par le sang, et cette eau est sujet, il va être varié, il va avoir des mouvements suite, comme on a vu, à la pression hydrostatique et à la pression oncotique entre les deux secteurs, secteur interstitiel et secteur vasculaire. Cette pression hydrostatique elle est engendrée par le travail cardiaque qui, lui, va engendrer cette pression hydrostatique de Starling qui va maintenir la tension artérielle, le débit cardiaque et va participer au maintien de l'approvisionnement en nutriments et en oxygène du corps. Donc, quelles sont les indications? L'objectif du remplissage vasculaire est de maintenir la volémie pour préserver l'oxygénation tissulaire. Cette hypovolémie elle peut être absolue, c'est-à-dire réelle, vérifiable. Elle peut être due à une perte de volémie suite à une déshydratation, une hémorragie, comme on a vu dans les différents types de déshydratation, ou elle peut être relative, due à un réseau vasculaire qui a augmenté sa capacité, c'est-à-dire, par exemple, en augmentant sa vasomotricité, donc ça va provoquer une vasoplégie, comme quand on a une allergie ou un choc anaphylactique. Quelles sont les différentes solutés qu'on peut utiliser? Il existe deux grosses catégories de solutés de remplissage, à savoir les cristalloïdes et les colloïdes. Les solutés glucosées ne sont pas des solutés de remplissage. D'abord, les cristalloïdes, dont le chef de file, c'est le sérone salé isotonique 0,9%. Et en deuxième position, les ringel lactates, nous voyons les différentes compositions des deux.
Ces cristalloïdes sont représentés principalement, comme on a vu, par le sérum physiologique 0,9% et le Ringer lactate. Les cristalloïdes se distribuent dans l'ensemble de l'espace extracellulaire et une partie restant dans le secteur intravasculaire. Et l'autre va diffuser au secteur interstitiel. Finalement, on voit que 25% seulement vont demeurer dans le secteur vasculaire. D'accord? Cette diffusion, il y a l'augmentation de la pression hydrostatique. Donc, cette pression hydrostatique va pousser ce sérum salé, va le pousser dans le secteur interstitiel. Et après, il va y avoir des échanges entre le milieu intracellulaire par le biais de l'osmose, bien sûr. Ces cristalloïdes, ils sont perfusés en risque, bien sûr avec un risque d'OAP, parce qu'ils augmentent la pression hydrostatique, donc ils vont aussi augmenter le travail cardiaque. On a vu que ça participe au débit cardiaque, donc ça peut produire une dysfonction cardiaque, une insuffisance cardiaque gauche et produire un OAP par augmentation de la pression hydrostatique. C'est des produits d'ordre naturel, ils ont un faible coût sur le plan financier, pas de risque allergique, puisqu'ils sont très proches des produits qui existent dans le corps. Ils ont un faible pouvoir d'expansion, comme on a vu, parce qu'il n'y a que 25% qui demeurent dans le secteur vasculaire, soit contre 75% qui diffusent vers le secteur interstitiel, voire le secteur intracellulaire. Ils peuvent être responsables d'acidose hyperchlorémique compte tenu de son importance, de son importante charge chlorée comparée au plasma. Par contre, le Ringer lactate, lui, il sera évité en cas de traumatisme crânien, en effet, car il est un peu plus hyposmolaire. Il pourra entraîner dans les traumas crâniens un œdème cérébral et par suite, il pourra l'aggraver. Donc, il sera évité dans les traumas crâniens. On va préférer, dans ce cas, le sérum salé isotonique, 9%. Pour les colloïdes, les contre-indications sont nombreuses. Il faut savoir qu'ils ne sont pas une bonne indication chez les patients qui ont un sepsis, car il y a un risque d'atteinte rénale, chez les patients brûlés, en cas d'insuffisance rénale ou de thérapie d'opération extra-rénale continue, en cas d'hémorragie intracrânienne ou cérébrale, chez les patients de réanimation admis en soins intensifs, chez les patients surcharge hydrique, avec plus ou moins œdème pulmonaire, chez les patients déshydratés, en cas de coagulopathie sévère ou en cas d'insuffisance hépatique sévère. Donc, ils sont de 3 types. On retrouve les gélatines, représentées par le plasmion et la gélofusine. On a l'amidon ou l'hydroxyamidon. Et enfin, on a l'albumine. À chacun sa composition. Leur expansion est plus importante que le sérum salé ou le Ringer lactate, puisque leur expansion dans ce cas est de 80%, contre 25%, ce qu'on a vu avec le sérum salé et le Ringer lactate. Et leur efficacité va durer de 3 à 5 heures, contre 1 heure pour le sérum salé et le Ringer lactate. Pour l'hydroxyamidon ou l'hydroxyéthylamidon, l'expansion et l'efficacité est de 100%, voire 120%, comparativement au sérum salé qui était de 25%. La durée de cette efficacité est de 4 à 8 heures, voire 12 à 18 heures. Il a une indication surtout quand il y a une hypovolémie qui est très importante, un syndrome hémorragique, comme pour les gélatines. Par contre, l'inconvénient, c'est l'allergie et le retentissement sur la fonction rénale, la fonction hépatique, et ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte.
Pour l'albumine, à 4% ou à 20%, on a vu que l'albumine participe à la pression oncotique. Donc, c'est un produit qui va permettre, en augmentant la pression oncotique, une expansion volumétrique. L'expansion est de l'ordre de 70%, durée d'efficacité de 6 à 10 heures, et l'expansion peut aller jusqu'à 400%. La durée d'efficacité, on a dit, ça peut aller jusqu'à 10 heures, mais l'indique, comme c'est un produit qui coûte cher, il est onéreux, et l'indication est réservée en cas d'hypovolémie suite à une hypoprolidémie majeure. On peut avoir aussi, comme inconvénient et effet secondaire, l'allergie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je laisse mon email. Enfin, à la prochaine. Merci.